Nous sommes le 29 janvier 1986 à Dalnegorsk, une ville du kraï de Primorie, située à 6491 km à l'est de Moscou. Cette ville s'est spécialisée dans l'extraction minière et est devenue un centre de production nucléaire, militaire et civile. Le calme hivernal qui y règne d'habitude va être perturbé par la survenue d'un phénomène hors du commun. Aux alentours de 20 heures, une boule lumineuse rougeâtre a été aperçue par plusieurs témoins habitant la ville. La boule de lumière semblait flotter parallèlement au sol, sans aucun bruit, pendant 15 minutes. Sur la base des témoignages, les enquêteurs ont évalué la vitesse de l'objet à 15 mètres par seconde, soit 54 km/h, et son altitude à environ 700 à 800 mètres au-dessus du sol. Quand l'objet aurait atteint la montagne Izieskovaya, située dans les limites de la ville, plus connue sous le nom de hauteur 611, il aurait commencé sa descente et c'est là qu'il se serait craché sur la colline. La plupart des témoins prétendent que la déflagration n'aurait produit aucun son. Certains témoignages prétendent que dans sa chute, qui aurait pris plusieurs instants, oscillant de bas en haut sur un axe de 60 à 70 degrés, l'objet aurait émis des lumières de couleur et d'intensité variables. Une fois au niveau du sol, l'OVNI aurait généré une lueur semblable à un feu de forêt qui aurait duré environ 1 heure. Jusqu'ici, il s'agit d'une affaire presque banale d'observation de crash d'OVNI, nous direz-vous. Maintenant que vous êtes un ufologue spécialisé des affaires d'OVNI soviétiques. Mais restez avec nous car le site du crash nous réserve des surprises. En effet, Dalnegorsk trouve son unicité dans la qualité des dépôts et autres traces retrouvées sur le site du crash de l'objet observé. Une équipe du réseau AN, dirigée par Valery Vujilny, sera envoyée sur site quelques jours suivant l'observation. À l'approche du présumé point d'impact, ils noteront la trace de projection de gouttes de métal argenté sur les roches jonchant le sol de la colline. L'expédition prélèvera des échantillons de ces gouttes pour analyse, soit 70 grammes. Plus près de l'épicentre du crash, ils trouveront des perles d'un matériau noir vitreux, ce qui n'est pas sans rappeler les grains issus de la fusion des impacts de Korb, de Marlien ou de Rostov-sur-le-Don. Ils en prélèveront 40 grammes. Enfin, dans une zone de 2 mètres de diamètre, présentant des traces de haute température, ils recueilleront 5 grammes de fragments réticulaires, c'est-à-dire qu'ils ressemblaient à un réseau complexe reliant des masses de métal irrégulières. L'équipe prit enfin des échantillons de sol et de végétaux brûlés sur le site du crash. Une fois la mission terminée, l'expédition rentra à Dalnegorsk et confia le fruit de ses recherches à 13 instituts de recherche différents dans l'Union soviétique, parmi lesquels l'Institut Polytechnique de Tomsk et à l'Institut du magnétisme terrestre, de l'ionosphère et de la propagation des ondes radio de l'Académie des sciences de l'URSS. Les analyses chimiques révéleront la nature des perles. Elles étaient composées essentiellement de plomb, de silicone et de fer. Certaines gouttes étaient composées de taux significatifs de zinc, de bismuth et d'éléments rares. Les branchages et végétaux calcinés présentaient des caractéristiques de brûlure différentes de celles d'un feu de forêt. Enfin, les structures réticulaires ont été testées par l'attaque d'acide fort et autres solvants organiques, et ce, sans que ces substances ne parviennent à les corroder, même lorsque les mélanges étaient exposés à de hautes températures. L'un des échantillons a pu être décomposé de manière à détecter sa composition. Scandium, or, lantane, sodium, samarium. Un second échantillon analysé montrera la présence d'or, d'argent, de nickel, de molybdène et de rhénium. La concentration d'or dans l'un des échantillons était de 1100 grammes par tonne métrique, ce qui est très important et aucun filon naturel de cette région n'atteint plus de 4 grammes par tonne métrique. Autre détail,
l'or semblait être réparti en filins très fins parcourant toute la structure, soulignant pour les chercheurs une origine artisanale et non naturelle des éléments réticulés. Lors des analyses, et peut-être faut-il considérer des erreurs de manipulation ou de détection tant cela semble aller contre la loi de conservation de la matière, mais il sera fait mention d'apparition d'éléments après certaines opérations comme le chauffage sous vide, en somme, le résultat d'une transmutation des éléments de ces éléments réticulés. Des échantillons de sol contenant de la silice magnétisée ont bluffé les chercheurs. Cela consisterait à magnétiser une brique, dirent-ils dans leur rapport. Dernière anomalie notable dans l'analyse scientifique, un échantillon de verre jaunâtre ne donnera aucun résultat, aucun de ces éléments constitutifs n'ayant pu être analysé. Les témoins rapporteront plus de 33 apparitions d'OVNI, les jours qui suivirent le crash autour de Dalgorsk. Certains interpréteront ces manifestations comme des expéditions de recherche et de récupération près du site du crash. Des ovnis de formes diverses, boules et cigares auraient été aperçus par plus de 100 témoins, et leurs manifestations se seraient accompagnées de perturbations des postes de télévision. Depuis, la hauteur 611 a acquis une sombre réputation. Quand on mesure les constantes physiologiques des sujets qui s'y rendent, le rythme cardiaque s'accélère, la pression artérielle augmente, et une sensation de stress sans fondement s'installe. Et quand on analyse le sang des promeneurs, on constate une baisse des leucocytes et une augmentation des infections. Même les appareils photo semblent affectés, car les pellicules argentiques reviennent toutes blanchies. Valéry Vujilny consacrera sa carrière à l'étude des traces du crash de l'OVNI de Dalnigorsk, un cas qui prendra l'ampleur médiatique d'un véritable Roswell russe, avec son folklore touristique virant à l'humour. Mais cet événement donnera aussi lieu à de nombreuses enquêtes par des ufologues du monde entier. Je vous recommande notamment de visionner la revue de l'enquête de Paul Stonehill et de Philip Mantle sur l'excellente chaîne Galaxy One, pour encore plus de détails. Lien en description.